Et bonsoir, bonsoir à toutes. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre sur le live. Ben, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Judith, je vois quelques noms que je connais, des élèves déjà de l'école. Et bonsoir, donc on va commencer cette présentation donc sur un Facebook Live. Alors, sachez qu'il y a toujours un petit décalage entre l'image, le son, les choses que je vois dans le chat, mais on va gérer ça ensemble. Vous allez voir, ça va se faire tout fluidement ce soir. Voilà, je suis présente et avec vous et j'en suis ravie. Je vérifie juste un petit coup d'œil. Ouais, c'est bon. Alors, ce soir, on est ensemble pour un cours de naturopathie, bien sûr, et un cours sur l'hygiène de vie pour l'équilibre féminin. Voilà un programme comme il est grand. Et vous allez voir les objectifs que j'ai mis à ce cours, puisqu'il s'agit d'un cours en Facebook, ouvert à tous. Alors, hop. Alors, je vérifie que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Hop, hop, hop. Je regarde dans le chat, j'ai l'impression que ça va. Roxane dit bonsoir des Alpes de Haute-Provence. Bonsoir à tous. Ouais, je ne peux pas toutes vous nommer, là, vous êtes plus de 120. Alors, juste dites-moi, ok, c'est bon, Marianne, merci, vous me voyez bien. Voilà, toujours ce petit contrôle technique, que la caméra, le son passe bien, puisque enfin, ouais, c'est quand même important pour ces cours. Ok, c'est parfait. On va pouvoir commencer alors. Donc, du coup, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Dans les cours, on prend le temps d'y répondre. J'aurai des temps de questions-réponses où je prendrai voilà, certaines questions et j'essaierai d'y répondre au maximum, hein. Le sujet est très grand, n'hésitez pas. Sophie m'accompagne aussi. Merci Sophie d'être là à m'accompagner pour la modération. Elle répondra aussi à un certain nombre de questions. Elle m'en sélectionnera au fil du temps. Donc vous inquiétez pas si je réponds pas de suite. Sophie qui est là à la modération les sélectionne, me les transmet pour les temps de questions-réponses. Voilà comment ça fonctionne. Et elle peut aussi, voilà, vous répondre aussi en direct sur des petites questions à la volée, sans souci. Voilà, les questions permettent parfois d'éclairer des points de cours, n'hésitez pas, que vous n'auriez pas compris ou pour lesquels vous souhaiteriez avoir un approfondissement. Il y aura un replay, voilà, cette vidéo est enregistrée, elle sera disponible sur Facebook, le Facebook de l'école de santé naturelle, le groupe des élèves, et également un petit temps après, mise sur le YouTube de l'école. Voilà, et tous les documents, ce support que je vous présente ce soir, ainsi qu'une fiche de synthèse sont téléchargeables. Pour vous, ça vous permet de voir justement comment l'école fonctionne et comment elle transmet aux élèves les supports de cours. Voilà, alors dites-moi ce qui vous amène ici. Je vais vous poser des questions d'abord. Est-ce que vous êtes vous-même thérapeute déjà? Et vous vous êtes dit, tiens, ce sujet pourrait apporter des connaissances supplémentaires? Dites-moi ça, je regarde, jette des petits coups d'œil des fois dans le chat. Voilà. Mettez un cœur si vous êtes en cours de formation déjà à l'ENS. J'ai reconnu qu'il y avait plein de noms d'élèves que je connais, c'est super. Dites-moi aussi si c'est simplement que vous vous sentez vraiment concerné par ce thème. Et je pense que souvent les naturopathes femmes sont aussi concernées. Et dites-moi si vous êtes simplement curieuse. Et c'est pas un vilain défaut parce que vous allez voir, vous allez avoir plein d'informations intéressantes. Alors moi je suis enseignante à l'école de santé naturelle. Voilà, je fais partie de l'équipe enseignante. On est maintenant presque une bonne, plusieurs dizaines, voire vingtaines d'enseignants de qualité, bien sûr, de grande qualité. Je suis vraiment ravie d'en faire partie. Et moi, j'ai cette spécialité dans la santé des femmes. Voilà, je vous ai mis mon petit logo, voilà, c'est celui qu'on retrouve sur ma carte de visite. Et donc, je donne des consultations sur cette spécialité précisément, ainsi que des cours, mais des cours aussi généraux de naturopathie.
Voilà, mon parcours, rapidement, je suis ingénieure agronome. J'ai exercé pendant 20 ans ce métier plutôt dans la sphère de l'environnement. Et ensuite est venu l'appel de la reconversion vers la naturopathie et je me suis formée au CNR Formation en tant que naturopathe. Voilà. Et j'ai fait des compléments de formation justement sur les femmes, notamment sur le côté plantes pour les femmes, avec Mona Hébert et Christophe Bernard, ainsi que un parcours plus sur la psyché des femmes avec Monique Grande, que certaines connaissent peut-être par son jeu de cartes Féminitude et qui a fait en fait une formation pour les thérapeutes qui veulent se spécialiser sur les femmes. Voilà pour ma présentation de là où je vous parle. Alors, c'est un live de démonstration d'un cours d'une durée d'1 heure. Il illustre les enseignements de l'école de santé naturelle, la naturopathie avec des connaissances en physiologie. C'est très important, vous allez vous engager, enfin ceux qui sont déjà engagés, mais celles qui hésitent encore ou se posent la question de s'engager dans ces études, vous aurez un bagage de physiologie assez conséquent dans cette école, de sciences. L'intégration du point de vue médical, il s'agit d'avoir une naturopathie qui sait dialoguer avec les médecins, avec leur spécialité, qui sait intégrer le parcours médical des personnes qu'elles accompagnent, et des recherches scientifiques. Il y a des formations sur comment aller regarder les dernières recherches scientifiques. Voilà. Et puis un savoir-faire pédagogique, puisque en fait Cartésia Éducation, qui héberge l'école de santé naturelle, est un ancien organisme très... Voilà. Coco me dit bonsoir, étudiante également à l'école de santé naturelle. Il y a un certain nombre d'étudiantes, bien sûr, qui sont intéressées par le sujet. Voilà, c'est un sujet très large, la naturopathie pour l'équilibre féminin. En 1 heure, bien sûr, je vais vous poser quelques bases, quelques grands thèmes qui font partie de cet équilibre pour les femmes spécifiquement. Et pour chaque thème, un exemple qui permet d'aller dans le concret et de dérouler jusqu'au bout un exemple. Alors, ça va être peut-être un peu frustrant parce que ça ne reste qu'un exemple. Mais j'ai senti que c'était important de prendre un exemple à chaque fois pour illustrer la façon dont on déroule pédagogiquement ce sujet, sachant qu'il y en aurait beaucoup encore à explorer. Du coup, je vais vous parler bon, je vous fais une introduction, l'équilibre nutritionnel au féminin, les spécificités à voir, l'équilibre entre les activités et le repos, l'équilibre hormonal pendant le cycle, l'équilibre émotionnel et l'équilibre dans la relation à son corps quand on est une femme. Voilà, restez jusqu'au bout, je vais traiter tout ça en 1 heure, ce qui est une gageure. Mais on va y aller. Donc dans l'introduction, bien sûr, la naturopathie, c'est un art de vivre. Ça, c'est important parce que quand vous allez être naturopathe, je m'adresse maintenant à vous comme si vous alliez devenir naturopathe, même si je sais qu'il y a d'autres curieux. Quand vous allez devenir naturopathe, bien sûr, vous allez avoir à questionner sur la façon de vivre des personnes qui viendront chercher de l'aide chez vous, enfin un accompagnement. Et donc, vous allez les questionner vraiment sur leur façon de vivre et la naturopathie va apporter des réponses pour trouver un nouvel art de vivre, pour restaurer un équilibre. Parce que souvent, voilà, les personnes qui viennent, il y a une rupture d'équilibre à un endroit qui souvent se manifeste par des symptômes physiques, mais qui peut être aussi une rupture d'équilibre plus émotionnelle, plus mentale. Enfin, on est en fait, en tant que naturopathe, après des vrais enquêteurs pour savoir qu'est-ce qui fait que la personne, la femme en l'occurrence, a perdu son équilibre. Et donc, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur tous ces sujets pour pouvoir accompagner la personne. L'équilibre, c'est une vision, voilà, c'est ce qu'on, en médecine, on appelle l'homéostasie. Sauf que nous, les naturopathes, cette homéostasie, on la voit en large, c'est-à-dire l'homéostasie du corps, mais également de tous les aspects de la vie de la femme. Voilà, alors les femmes, elles ont plusieurs particularités, vous le savez. Elles ont une puberté à un certain moment, puis arrivent les cycles tout au long de leur vie, ces fluctuations hormonales jusqu'à la ménopause. Voilà. Et ce cycle menstruel rythme la vie de la femme est très est primordial. Quand on prend en compte une femme, on doit la prendre en compte avec cette particularité qui est très forte. Cette capacité aussi à avoir des grossesses, à materner, à éduquer. Et puis, aujourd'hui, des femmes qui ont
une aspiration à un métier passionnant, épanouissant, comme vous, si vous voulez devenir ou être naturopathe. L'image corporelle, les injonctions sociales, évidemment, aujourd'hui, sont très importantes aussi. Et d'ailleurs, on voit comment les jeunes essayent de bousculer tout ça en venant bousculer la notion de genre. En essayant voilà, à leur façon plus adolescente de bousculer ces injonctions sociales. Ici, je m'adresse principalement aux femmes qui ont des règles, vous l'avez compris, ces particularités physiologiques. On ne va pas rentrer dans le débat des questions de genre. Ce cours donne des clés pour avoir des connaissances sur les équilibres, pour, à partir d'exemples, détecter un déséquilibre en consultation, déterminer la cause. Ce que je vous ai dit, en tant que naturopathe, on est des enquêteurs, on cherche toujours la cause. On ne va pas traiter uniquement le symptôme, même si on peut soulager. Et puis, on va apporter des conseils qui ne se substituent en aucun cas aux traitements médicaux. Hein. On est très clair là-dessus à l'école de santé naturelle. S'il y a un traitement médical, nous n'agissons pas, nous agissons à côté, en connaissance de cause, en compatibilité, mais sûrement pas pour le remplacer. Voilà, et on veille à ce que, quand il y a une pathologie, nos consultantes, puisque je parle des femmes, aient un bon suivi médical. On leur demande, est-ce que vous avez un suivi médical? Et on y tient, en fait, voilà. C'est une approche aussi préventive que nous faisons en naturopathie. Voilà, je mets un peu de gravité là-dessus parce qu'en ce moment, on sait qu'il y a un peu de mouvement autour de la naturopathie, donc il y a des choses qui sont voilà, il y a un code de déontologie à l'école de santé naturelle qui est très clair là-dessus. Alors, l'équilibre nutritionnel au féminin. Je vais vous parler donc principalement d'un exemple, on est d'accord, c'est l'exemple du fer. L'apport de fer dans la nutrition et pourquoi est-ce qu'il est important de s'y intéresser. Bien évidemment qu'il y aurait plein d'autres sujets sur la question de l'équilibre nutritionnel et que si vous vous formez à l'école de santé naturelle, vous aurez un cursus complet sur l'alimentation et la nutrition. Mais là, je fais le focus sur ce sujet. Alors, le contexte. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? En fait, je me suis rendu compte en cabinet, au fil des accompagnements de femmes, que beaucoup de femmes manquent de fer. Le manque de fer, en termes médicaux, on appelle ça la carence martiale. D'ailleurs, ça m'a interrogée, voilà, ce terme martial. Hein. Alors, les facteurs féminins, évidemment, c'est que les femmes perdent du sang tous les mois. En tout cas, tant qu'elles ont des règles, enfin voilà, tant que un traitement hormonal ne bloque pas ce phénomène des menstruations. Et parfois même, c'est augmenté à l'occasion de certains phénomènes comme la pose d'un DIU stérilé qui peut augmenter aussi les règles, ou alors parce qu'il y a certains dérèglements, parce qu'il y a certaines pathologies, on peut avoir aussi des règles très abondantes. Donc voilà, il y a une perte de sang. La question va être de savoir pourquoi ces femmes manquent de fer. Est-ce que parce que leurs apports dans l'alimentation n'est pas suffisant? Et notamment à l'heure où beaucoup de femmes se tournent vers le flexitarisme, c'est-à-dire de manger moins de viande, juste occasionnellement, voire le végétarianisme, voire le véganisme. Donc voilà la question que je pose. Et ensuite, dernière question que je pose aussi à travers cette question du fer, c'est est-ce que l'assimilation du fer est péjorée, c'est-à-dire diminuée par une mauvaise digestion? Or, on sait aussi que beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, hein, ont des mauvaises digestions, ce qui peut faire que l'assimilation du fer se fait moins bien, même si l'apport est qualitatif en termes de nutrition. Voilà, donc face à cette hypothèse, vous voyez que j'ai une démarche assez scientifique, je pose une hypothèse, je fais un constat, et je me dis, mais alors comment faire pour détecter et corriger une carence martiale en consultation? Alors, à quoi sert le fer? Ce que je vous ai dit, il faut qu'on ait ces notions. Dans l'organisme, en fait, le fer a nombreuses fonctions biologiques très importantes. Celle qu'on connaît le mieux, c'est le transport et le stockage de l'oxygène par l'intermédiaire du sang, par l'hémoglobine. Hein. Celui-là, on le connaît bien. En général, quand on dit on manque de fer, on va se soucier d'avoir une anémie, notamment par manque de globules rouges. Mais le fer a bien d'autres fonctions. Fonctions antioxydantes et pro-oxydantes.
là ça devient un peu technique, mais le fer entre vraiment est nécessaire en bonne quantité pour avoir des bonnes fonctions antioxydantes dans le corps. Il est impliqué aussi dans l'immunité. Et donc, vous voyez que si on en manque, on peut avoir une immunité affaiblie, ce qui a pu se voir au cours des épisodes d'infection de ces dernières années. Hein. Et c'est un cofacteur aussi de la synthèse de l'ADN, de certaines protéines, et il joue aussi un rôle dans la détoxination des médicaments et des hormones produites par les femmes elles-mêmes endogènes. Voilà, donc vous voyez le fer, vraiment, c'est un élément qui n'est pas en grande quantité dans le corps, mais par contre, il a des rôles vraiment primordiaux dans la physiologie du corps. Alors là, je vous ai mis une petite image, donc ce que je vous disais, hein, ce fer, on le connaît surtout parce qu'il est inséré dans l'hémoglobine. Donc là, vous avez un vaisseau sanguin avec tous les petits globules rouges qui circulent dedans. Et donc, au sein de ces globules rouges, le fer, c'est lui qui va permettre la fixation de l'oxygène pour que cet oxygène soit transporté via tous nos vaisseaux sanguins à tous les organes. Cet oxygène est nécessaire au fonctionnement de toutes les cellules, de tous les tissus de notre corps, de tous les organes. Et donc, voyez ce rôle primordial pour l'apport d'oxygène. Voilà, c'est ce que vous donne ce petit schéma, mais il était important. Et quand on a justement une anémie, c'est-à-dire un manque de fer et de globules rouges dans le sang, les principaux symptômes vont être assez larges, puisque ça va être aussi de l'essoufflement, mauvaise capacité à apporter de l'oxygène, une fatigue, de la tachycardie, un teint pâle, des vertiges, des maux de tête, une perte de poids et parfois des maux voilà, divers. Donc voilà le rôle du fer. Et donc, ma question posant, maintenant qu'on connaît son rôle dans l'organisme et que je constatais que beaucoup de femmes avaient des anémies hein, dans mon cabinet, je me suis donc intéressée pour savoir si est-ce que ce ressenti que j'avais en cabinet, ce petit panel de consultantes que j'avais eu, représente quelque chose de réel comme problématique au niveau des femmes en France. Et je suis donc allée chercher sur cette étude de santé sur une étude faite par le ministère de la Santé, justement, qui parle de la question de la biosurveillance et de la nutrition des personnes sur le territoire français. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, l'étude a été menée entre 2014 et 2016. C'est une reconduction d'une étude qui avait déjà eu lieu en 2006-2007. Elle s'appelle l'étude Esteban. Elle porte sur l'état nutritionnel des populations qui vivent sur le sol français. C'est-à-dire que les Français et tous les gens, voilà, les populations résidant en France, pardon. Donc, l'étude a mené sur un échantillon pendant 2 ans. Elle comportait des enquêtes questionnaires pour savoir les habitudes de vie des personnes, mais également sur leur analyse sanguine, des dosages biologiques. Donc c'est hyper intéressant cette étude puisqu'elle fait justement le rapprochement entre les habitudes alimentaires, les habitudes de vie et le constat, une photographie comme ça de l'état nutritionnel des personnes. Donc elle a été menée sur 2472 adultes et 794 enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'anémie chez les femmes hein? Je prends juste les éléments de l'étude qui parlent de ça. Elle nous dit qu'effectivement, il y a davantage d'anémie chez les femmes de 40 ans et plus non ménopausées. En fait, dans la population globale, elles sont particulièrement concernées par des anémies. Et en fait, anémie qui a été détectée par le dosage de l'hémoglobine, une hémoglobine insuffisante chez pratiquement 10% des femmes entre 40 et 50 ans. Ce qui est quand même assez conséquent comme chiffre. Et à côté de ça, on a dosé aussi dans cette population les réserves en fer, donc ce qu'on dose en général qui s'appelle la ferritine. Et là, on s'est rendu compte qu'une femme sur 5 en âge de procréer présente une déplétion totale des réserves en fer. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de réserves en fer. La ferritine au ras du plancher. Donc,
Si jamais cette femme a à avoir affaire à par exemple, un épisode infectieux comme on a connu, ces dernières années, hein, pour ne pas le nommer le Covid, bien sûr, elle va avoir à mobiliser plus de fer pour, répondre à une infection et si ses réserves sont dans les ch sont au ras du plancher, peut-être qu'elle aura pas encore les effets de l'anémie dans le sang, hein, le taux de globules rouges est encore bon, mais par contre, elle pourra pas mobiliser du fer pour son immunité. Exemple. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme. Une femme sur 5 qui a des réserves en fer au ras du plancher. Et près d'un quart des femmes les plus jeunes étaient les plus carencées, 18-39 ans. Alors peut-être avec cette hypothèse du fait qu'elles mangent de moins en moins de viande ou elles ont un système digestif qui n'arrive pas à assimiler. Voilà. Et aussi chez les enfants, hein, 10% des filles ont une anémie fériprive, ce qui est quand même assez conséquent. Alors voilà les résultats, par exemple, je vous ai mis le graphique, hein, j'ai extrait de l'étude un graphique pour vous montrer comment se présentent les résultats dans l'étude, c'est toujours intéressant de savoir les consulter. Voilà, vous avez, là c'est sur les réserves en fer, donc j'insiste aussi sur la question de, souvent on fait la formule sanguine, mais pour les femmes il est important aussi d'aller voir les réserves en fer, et donc la ferritine, et donc là on voit bien ces chiffres des déplétions des réserves, ça veut dire plus de réserves ou des réserves faibles qui concernent une grande majorité des femmes de 18 à 39 ans. Excusez-moi, je vous montre avec ma petite main. Et puis voilà pour les femmes en âge de procréer aussi, on a, voilà. Pour les femmes ménopausées, on voit que c'est moins un sujet, et probablement parce qu'elles n'ont plus de perte de sang, et probablement aussi parce que ces générations-là avaient plus l'habitude de manger, voilà, peut-être plus de viande, la question. Voilà, alors les risques d'un déficit en fer, c'est une anémie, une baisse du transport de l'oxygène dans le sang, donc moins de capacité à faire des efforts, de la fatigue, de l'essoufflement, être plus vulnérable aux infections, diminution de l'immunité, j'en ai parlé, la baisse du renouvellement cellulaire, et d'ailleurs à ce propos, c'est pour ça que souvent, un des signes, parce que les cheveux ont un renouvellement, enfin ont la particularité avoir une activité de renouvellement cellulaire important. Si on a ce renouvellement cellulaire qui commence à baisser parce qu'on n'a pas assez de fer, du coup on a les cheveux, des pertes de cheveux. Donc s'il y a perte de cheveux, tout de suite se poser la question d'une anémie. Un déficit de détoxination et notamment des hormones féminines et donc un syndrome prémenstruel. On va y revenir dans les déséquilibres hormonaux. Voilà. Autre signe, baisse des performances intellectuelles. Le syndrome des jambes sans repos aussi peut être un signe d'anémie. Il y a d'autres, ça peut être d'autres causes, mais ça peut être une cause aussi. Voilà, donc le rôle du naturopathe est donc de veiller au bon équilibre alimentaire de ses consultantes. C'est comme ça qu'on appelle les femmes qui viennent nous voir, les consultantes, et pour définir un apport nutritionnel en fer adapté. Recommander d'accentuer cet apport pendant les règles, notamment si les règles sont abondantes, et de ne pas prendre de thé pendant les repas où il y a des aliments riches en fer, puisque le thé, en fait, diminue l'absorption du fer. Voilà. Et puis d'associer des aliments avec de la vitamine C pour faciliter cette absorption. Voilà, alors du coup, dans quels aliments on va trouver le fer ? On doit savoir qu'il existe deux types de fer, en fait, dans l'alimentation. Les fers qui sont sous une forme héminique, qu'on va trouver plutôt dans les aliments d'origine animale. Voilà, et celui-ci est mieux absorbé en général que le fer non héminique, qui a que absorbé à 5%, qu'on va trouver, lui, principalement dans les aliments d'origine végétale. Donc voilà, vous avez là les aliments d'origine animale sur ce petit schéma, et les aliments d'origine végétale sur ce schéma-là, avec voilà, des pois chiches, des lentilles, du pain, des laitues. Donc ça, c'est la connaissance un peu globale des aliments où on peut trouver, hein, on le sait, hein, les lentilles, mange des lentilles si tu as besoin de fer et que tu n'aimes pas trop la viande, ça commence à être su, mais ça n'empêche qu'on voit beaucoup de femmes quand même végétariennes qui n'ont pas tous les réflexes pour avoir un apport suffisant en fer, et non végétariennes aussi. Alors, d'où l'intérêt de s'intéresser à savoir, mais alors comment couvrir les besoins pour une femme en fer ? Donc,
je vous ai mis le chiffre qui est recommandé aujourd'hui par l'agence sanitaire, hein, l'ANSES, qui nous dit qu'il faudrait 11 à 16 mg de fer par jour pour les femmes, qu'on va trouver donc dans les aliments que j'ai cités. Et donc là, on a en fait un exemple de portion qui contiendrait ces 11 à 16 mg. Si vous mangez 40 grammes de boudin noir, ce qui n'est pas extraordinaire comme portion, c'est une portion tout à fait raisonnable, vous avez couvert, dans la journée, vous avez couvert votre besoin en fer. Donc on y arrive quand même assez vite. Ça tient compte hein, du coup de la quantité de fer de l'aliment et de notre capacité à absorber le fer. Là, vous avez d'autres chiffres, voilà. Alors évidemment, les abats sont assez pourvoyeurs de fer. Le pollen frais, c'est assez intéressant de savoir ça. Se faire une cure de pollen frais quand on a besoin, quand on a des règles abondantes, pourquoi pas, et si c'était une bonne façon d'apporter du fer à l'époque où c'est nécessaire, et si on va vers vraiment des producteurs de miel et de ruches éthiques. Le foie de volaille, etc., etc. On retrouve nos lentilles. Alors, il faudrait 150 grammes de lentilles dans la journée, ce qui fait quand même beaucoup. Mais on va pouvoir mixer, si on mixe des lentilles avec de l'épeautre, un peu de noisettes, des flocons d'avoine. Voilà, on va pouvoir, à partir de ces différentes portions, construire une journée type qui va pouvoir combler nos besoins en fer. Et ça va vraiment être le rôle du naturopathe que de questionner sa consultante sur comment elle mange précisément, voire lui demander de faire un relevé d'alimentation sur plusieurs jours et de vérifier avec elle qu'elle a les apports suffisants en fer par exemple. Voilà, si on suspecte. Alors, là, je vous ai mis un petit tartare d'algues parce que les algues aussi sont un très bon aliment pour apporter du fer et plein d'autres bonnes choses aussi. Alors voilà, ces chiffres-là, je vous ai mis les sources. Hein. À l'école de santé naturelle, on veille aussi à vous mettre toujours les sources. Donc Vincent Renaud a écrit un livre, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, donc, que je trouve intéressant puisque je m'intéresse beaucoup aux phénomènes hormonaux, et dans lequel il a repris pour un certain nombre de minéraux et de vitamines les portions comme ça qui seraient nécessaires par jour pour couvrir les apports. Vous avez aussi, pour connaître l'apport en fer des aliments, 2 bases de données consultables très facilement. La base de données justement de l'agence de santé, hein, l'ANSES, qui s'appelle Sequal, et le journal lanutrition.fr propose aussi une base de données sur son site, très intéressante. Et la complémentation, vous allez me dire, bah alors si on sait que toutes les femmes, beaucoup de femmes ont des déficits en part, pourquoi on ne les met pas toutes sous complémentation après tout? Eh bien non, d'abord il faut travailler en premier lieu sur l'alimentation. La complémentation ne doit être que ponctuelle, ou alors vraiment quand on est sur une population qu'on sait à risque pour des questions de règles abondantes notamment. Bon, par exemple, quelqu'un qui serait végane et règles abondantes, là, on peut se poser la question d'une complémentation, mais jamais automatique. Elle ne doit pas se faire sans un diagnostic préalable médical. Pourquoi? Parce qu'apporter du fer en trop serait néfaste pour la santé. Donc, il faut être sûr au préalable d'avoir effectivement un manque de fer, soit par une anémie, manque de globules rouges, soit parce que les réserves sont trop basses. Donc, moi, voilà, vraiment, il est important d'avoir ces analyses médicales préalables. Et ensuite, voilà. Et du coup, nous, on a cette vigilance, les naturopathes, parce qu'on a cette connaissance, et les médecins sont peu formés à la micronutrition. On a cette vigilance, donc on peut dire, bon, quand on a en consultation une personne qui a des règles abondantes, avec un stérilet, de l'adénomiose ou de l'endométriose, des choses comme ça, qui mange peu ou pas de produits animaux, on a vu que les produits animaux étaient quand même plus assimilables pour leur fer, qui ont une mauvaise digestion, une pathologie intestinale, qui prennent des médicaments dont la pilule, qui ont des infections à répétition, qui présentent des signes cliniques d'anémie, qu'on connaît donc, alors il est important de lui conseiller d'aller faire des analyses médicales et de demander à son médecin de vérifier.
Et si l'anémie est avérée, si le manque de fer est avéré, alors il est intéressant d'apporter des compléments. Voilà, bien faire ça dans l'ordre. Et ça, vous verrez que, voilà, à travers les enseignements de l'école de santé naturelle, on prend les choses dans l'ordre et on vous apprend à faire comment on va faire en cabinet pour bien vérifier qu'on déroule les choses sans risque. Et donc, voilà. Et donc, après, nous, ce qu'on apprend aussi en naturopathie et qu'on sait, c'est quel type de compléments vont convenir pour une bonne assimilation. Parce que souvent, les médecins vont donner des formes de fer qui sont pas très assimilables, en tout cas qui peuvent parfois être mal digérées. Voilà, c'est pas la peine de prendre du fer si ça peut se retrouver à être complètement constipé ou à avoir des maux de ventre. Donc nous, en fait, en naturopathie, on connaît des formes de fer qui sont plus assimilables et beaucoup mieux tolérées par les intestins. Voilà, donc c'est associé souvent aussi à la chlorophylle qui améliore la formule sanguine. Donc voilà, je vous ai mis du coup un exemple d'un complément en fer bien toléré et bien assimilé. Alors, il en existe beaucoup sur le marché. Je vous ai pris une formule pour vous montrer que les choses aussi peuvent donc se faire. Dans cette formule, le fer, il est sous la forme, il est là. Bon, vous regarderez avec des lunettes comme moi parce que c'est assez petit. Donc, il est là le fer. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Ah non, j'ai dû prendre. Il est sous une forme bisglycinate dans ce labo. Je ne le retrouve plus. Ah, j'ai dû prendre un autre. Et en fait, il y a tous les cofacteurs de l'assimilation. Je modifierai ce slide parce qu'en fait, il est là, le fer. Non, ça c'est une autre référence de ce labo. Mais du coup, voilà, pour vous montrer qu'en fait, ça c'est un labo qui travaille de façon assez intéressante parce qu'en fait, ils associent tous les cofacteurs pour une bonne assimilation, une forme de fer bisglycinate pour être sûr justement qu'il soit bien toléré par les intestins et qu'il passe bien la barrière intestinale. Et ensuite, tous les cofacteurs pour une bonne assimilation par les cellules. Voilà. Souvent, il y a besoin en même temps d'apporter d'autres choses. Voilà, donc premier conseil, bonnes habitudes à adopter pour l'équilibre nutritionnel vis-à-vis des apports en fer. Vous pouvez noter cette première bonne habitude, ça vaut voilà, pour vous. Augmenter l'apport d'aliments riches en fer et surveiller les carences. Il faut l'augmenter puisque la plupart des femmes sont en carence. Donc, il est important d'insister dans les cabinets de naturopathes sur les apports nutritionnels en fer. J'augmente l'apport d'aliments riches en fer, notamment pendant les règles. Donc voilà, se noter sur son agenda, pendant mes règles, je mange au moins, voilà. Si je suis devenue flexitarienne, c'est le moment où je vais manger de la viande. Je ne bois pas de thé, de café pendant les repas qui comportent ces aliments riches en fer parce qu'ils diminuent l'absorption. Je fais un suivi médical régulier pour prévenir ou traiter les carences et je prends des compléments pendant les règles si nécessaire avec un suivi médical et naturopathique. Voilà pour cette première étape d'équilibre. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je vais regarder les questions. Alors, Erika dit « Et lorsque l'on est ménopausée, est-ce que le fer est tout aussi important ?» Alors, oui, Erika, il est important. Bien sûr, il joue aussi les mêmes fonctions. Il peut y avoir des anémies chez les femmes ménopausées. C'est moins fréquent. On l'a vu dans les chiffres de l'étude Esteban. Voilà. Il y a moins de pertes. En fait, en règle générale, il y a très peu de pertes de fer chez une personne qui n'est pas réglée. Donc une personne ménopausée, un homme, quelqu'un qui n'a pas de blessure, a peu de pertes de fer. Donc voilà pourquoi, chez la femme ménopausée, on va peut-être s'en soucier une fois à l'arrivée à la ménopause si on a quelqu'un qui a des infections à répétition, voilà, ou tous les signes cliniques dont je vous ai parlé. Mais une fois que c'est remonté, il y aura moins à s'en soucier. Solène, auriez-vous des livres à conseiller sur le sujet en complément? Alors, sur le sujet du fer, pas nécessairement, ça va être des livres en micronutrition. Je vous ai cité le livre du docteur Renaud sur les équilibres alimentaires, je le trouve très bien fait. Sur les équilibres nutritionnels à apporter notamment à la femme. Voilà, remontez sur le slide, vous aurez ça dans la présentation sur les hormones. Mélissande, à partir de quel dosage est-on en anémie ou quel est le dosage optimal? Alors,
voilà, j'ai peut-être passé un peu vite sur les analyses médicales, mais d'abord vous dire que normalement, c'est un médecin qui doit déterminer s'il y a une anémie ou pas. Nous, en tant que naturopathe, on arrive après, en fait. Et en fait, on arrive avant, en prévention, en mettant les signaux d'alarme, et on arrive après, voilà, quand la personne a vraiment déclaré une anémie. Alors l'anémie, ça va être soit des formules sanguines où il n'y a pas assez effectivement de globules rouges, hein, ou de quantité de fer dans les globules, soit la ferritine très basse. Et cela, sur les taux de ferritine, ben, on trouve ça très facilement, hein, on est en dessous de 15 microgrammes par millilitre. Ouais. Michaela, quels sont les cofacteurs d'assimilation du fer? Il y en a énormément, hein, mais principalement, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut du cuivre, de la vitamine C à minima. Et souvent, ce que j'ai dit, la chlorophylle peut aider à cette assimilation, voilà, et au renouvellement sanguin. Parce que dans l'assimilation, il y a le passage de la barrière intestinale, puis après l'utilisation par les cellules. Ça, vraiment, c'est un sujet à part entière, vous le verrez en détail. Donc, Roxane, quelle analyse demander à son médecin? Une numération sanguine complète, enfin normale, classique, ce qui fait d'habitude en base, plus la ferritine. Quel est le laboratoire pour le complément en fer recommandé? Donc c'est le laboratoire, bon je le cite, hein, même si c'est un des laboratoires, il y en a plein d'autres qui font des compléments très intéressants, c'est le laboratoire Lorica. Cindy, avec nos sols plus pauvres actuellement, les aliments sont-ils toujours aussi riches en fer de nos jours? Très bonne remarque, Cindy. En fait, c'est très vrai que probablement aussi ces carences sont dues à une alimentation qui est appauvrie. Appauvrie parce que les sols sont plus pauvres. La transformation des aliments les dénature. Beaucoup de gens mangent des aliments qui ont été dénaturés, trop cuits, passage industriel. Tout ça, ça fait que les minéraux derrière sont moins assimilables. Tout à fait. Ces deux facteurs amplifient la question, hein. Oui, on n'est pas que parce qu'on a des règles. Il y a aussi, bien sûr, vous avez raison, Cindy, merci de rajouter cette remarque. Séverine, si excès de fer, quels sont les risques pour la santé? Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, il y a aussi risque s'il y a excès de fer, hein. Il faut absolument aussi travailler là-dessus, mais on aura des profils de personnes tout à fait différentes. Y a-t-il un rapport entre le manque de fer et la régulation des hormones? Oui. Quand on va manquer de fer, on va être plus sensible aux dérèglements hormonaux. Parce qu'en fait, le fer a un rôle, on l'a vu, hein, dans la production, enfin dans la duplication de l'ADN et dans sa transformation en protéines et en réaction physiologique derrière. C'est un vaste sujet, mais où le fer joue un rôle pour que la cellule ait une reconnaissance de l'hormone. Je vous le fais en raccourci. Mais oui, bien sûr. Et du coup, quand on va manquer de fer, on pourra tout à fait avoir des dérèglements hormonaux. On va y venir, hein, dans la suite. C'est important. Merci pour toutes ces questions. Je suis ravie. Voilà, ça chatte bien. On va passer au deuxième sujet. Ouais, le temps avance. L'équilibre entre les activités et le repos. Alors là, on va venir sur un sujet un petit peu plus, voilà, où il y a moins besoin de connaissances scientifiques et physiologiques. Pour éviter le surmenage, mesdames, mesdames, je m'inclus dedans. Beaucoup de femmes sont en surmenage. Alors, c'est quoi le contexte? C'est que je bois un petit coup d'eau. En fait, aujourd'hui en France, enfin dans nos cabinets, on a des femmes qui sont vraiment exigeantes. Exigeantes avec elles-mêmes. Elles veulent s'épanouir et réussir dans tous les domaines de leur vie. Et c'est super parce que grâce à nos grandes sœurs, hein, elles ont acquis qu'on pouvait avoir un rôle aussi sur la scène sociale à égal des hommes, même si la reconnaissance n'y est pas encore complètement. Mais par contre, on a toujours aussi, et ça c'est vraiment magnifique, mais on a toujours aussi nos rôles familial, relationnel, amoureux, amical, développement personnel. Et en plus, aujourd'hui, les femmes sont exigeantes parce qu'elles veulent au plus être heureuses, s'occuper de leur développement personnel, être épanouies dans leur travail, éventuellement faire une reconversion comme je l'ai fait et vous êtes en train de le faire ou vous allez le faire. Et c'est remarquable. Mais attention, le surmenage peut concerner du coup beaucoup de femmes.
Voilà, donc je vous ai mis un petit dessin pour montrer cette femme multitâche. C'est un peu Shiva, hein, avec toutes ses mains. Elle fait tout en même temps. Alors, du coup, il est important, nous, connaissant ce phénomène social, hein, avec des burn-out aussi maternels, des burn-out professionnels, de connaître les symptômes de ce surmenage. Parce que, en fait, quand on va accueillir la personne, du coup, en consultation, dans son ensemble, on a nos listes de petits warnings et on va se dire, tiens, cette personne me parle de son anxiété, me parle de son anticipation anxieuse de tout un tas de phénomènes de sa vie. Elle n'arrive plus à revenir à un état serein. Elle a une forme de lassitude. Ça, on va l'entendre quand on va lui demander comment vous vous levez le matin, est-ce que vous avez de l'entrain, est-ce que le sommeil a été réparateur? Oh là, non, j'ai du mal à sortir de mon lit. Bon, une forme de lassitude qui arrive. Elle va nous parler de ses douleurs, de ses tensions musculaires, de ses maux de tête, de ses vertiges. Là, tout de suite, on peut ouvrir des petits warnings. Parce que la personne ne va jamais arriver dans votre cabinet en disant « je suis en surmenage ». Donc nous, il faut, pareil, elle ne va pas arriver dans le cabinet en disant « je manque de fer ». Mais nous, on va avoir tous ces symptômes à la tête. Et on va se dire, c'est un vrai phénomène, donc j'ai une attention à porter à ça. Souvent, elle va avoir des maux de tête, des vertiges, des pertes ou un gain de poids, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles digestifs, des problèmes cutanés, ne plus supporter le moindre stress. C'est-à-dire que là, ça fait déjà trop, donc un petit stress en plus, ça devient insupportable. Être hyper émotif, avoir une perte de libido, et voire aller jusqu'à la perte totale de confiance en soi. Donc, soyez attentifs, voilà, en consultation, ayez tous ces signes en tête et posez-vous la question. De toute manière, vous allez poser des questions sur la façon dont la personne vit, son travail, sa famille, combien elle a d'enfants, comment elle gère, est-ce qu'elle a du trajet. Et là, tout à coup, les récits se posent. Vous êtes là pour accueillir, vous êtes là pour écouter. C'est un peu notre particularité, les naturopathes, on prend le temps d'écouter, là où les médecins n'ont malheureusement pas le temps. Et donc, tous ces petits signes vont nous dire « Oula, risque de surmenage ». Ça touche vraiment beaucoup de personnes et ça, on peut dire aussi que la crise du Covid a amplifié les choses, hein, quand il s'agit de faire son télétravail, faire l'école à la maison, gérer un peu de stress supplémentaire autour de ce phénomène. Bon, j'en parle, hein, parce que c'était dans l'actualité. Aujourd'hui, ça va être aussi comment je vais boucler les fins de mois, qu'est-ce qui se passe au niveau des prix, etc., etc. Voilà, des sujets d'inquiétude, il y en a plein. Donc notre rôle en tant que naturopathe, souvent, la personne qui est en surmenage va consulter pour une fatigue chronique, ou pour de l'anxiété, ou pour une prise de poids. Parce qu'évidemment, les femmes souvent sont soucieuses, dès qu'elles prennent du poids, de revenir à la normale. Donc ça peut être aussi des problèmes digestifs, etc. Donc lors de l'entretien sur l'état de la personne, sur ses habitudes de vie, le naturopathe a cette vigilance. Et il connaît les symptômes de surmenage. Il fait le lien entre les contraintes professionnelles et familiales et ces surmenages. Il invite la personne à parler de ses malaises qu'elle ressent. Voilà, ce que je vous dis, on est vraiment un lieu d'accueil des ressentis. Et parfois, bon voilà, on n'a peut-être pas déroulé tout notre questionnaire qu'on avait prévu, mais par contre, si la personne a eu un vrai temps d'écoute, déjà ça soulage, ça pose, puis nous, en face, on est aussi des personnes qui avons traversé nos propres épisodes de vie et ça se sent, enfin voilà, ça se comprend, ça se sent. Enfin, interrogez déjà vous-même, si vous êtes en surmenage et comment vous le gérez et comment vous allez pouvoir accompagner sur cette question. Voilà, il n'y a pas longtemps, Sophie, qui est à la modération, avait fait un live sur le burn-out qu'elle a elle-même traversé. Donc, elle est à même de comprendre le phénomène qui amène au burn-out. Ça commence par le surmenage. Donc, quel conseil à donner à une femme qui est en surmenage? Donc là, c'est là où je vais faire un choix. Il y en aurait plein. Déjà, lui faire comprendre que le corps a besoin de repos. Toutes les fonctions physiologiques et psychologiques ont besoin d'un temps après une activité intense. C'est un leurre que de penser qu'on peut être tout le temps dans une activité très intense. Hein. Revenir à l'homéostasie, à l'équilibre, hein, c'est le sujet de ce live, nécessite des temps de repos. Alors oui, on peut se dire, il suffit que je dorme et ça suffit.
en général, ça va pas suffire. Et justement, les femmes ont un cycle menstruel. Il se trouve qu'elles ont un cycle. Et le corps n'a pas du tout le même niveau d'énergie pendant le cycle. Donc ça, il faut le faire comprendre aussi aux femmes. C'est normal qu'à certaines périodes du cycle, on soit plus fatigué. Ah bah voilà, hier soir, j'avais une amie qui est venue dîner à la maison qui m'a raconté qu'elle est partie faire une randonnée dans les Alpes cet été, une superbe randonnée, et elle me dit, sauf que le premier jour de la randonnée, j'avais mes règles et je me suis retrouvée épuisée à devoir faire la plus grande ascension du démarrage de la randonnée. Et elle m'a dit, c'était un enfer. Bon ben voilà, elle n'avait pas écouté à cet endroit-là que son corps, il avait besoin de repos à certains moments de son cycle. Elle s'était pas souciée de ça en programmant sa randonnée. Et elle s'était trouvée vraiment en difficulté dans cette journée-là. Elle en a gardé une colère parce qu'on l'avait pas reconnue. Elle s'était elle-même pas reconnue à cet endroit-là. Et voilà, parce qu'en fait, les femmes, non seulement elles sont exigeantes de leur épanouissement de tout, mais en plus, elles veulent être au maximum de leur forme tout le temps. C'est-à-dire que cette forme qu'on peut ressentir quand on est en pleine ovulation, hein, parce que voilà, quand on a des cycles en pleine ovulation, on est au top de notre forme, eh bien on aimerait que ça dure tout le cycle, et même quand on est pendant nos règles. Eh ben non, c'est pas comme ça. Donc on a un rôle, nous, en tant que naturopathe, déjà d'expliquer ça, et de dire que justement, quand est-ce qu'il serait le plus judicieux de se reposer dans ce contexte? Je vous ai quand même donné pas mal de pistes. J'espère que voilà, vous allez du coup essayer de réfléchir à ça vous-même avant que je vous donne la réponse. Eh bien, évidemment, la mesure de prévention du surmenage, enfin du burn-out, mais pour essayer de sortir du surmenage, c'est une des règles que je donne très régulièrement pour les femmes réglées, hein, on est d'accord, pour les femmes qui ont des cycles, c'est de se reposer pendant ces règles. Voilà. Il y en aurait plein d'autres, évidemment, apprendre à déléguer, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Mais déjà, celle-là, je pense que c'est la règle number one que tout un chacun devrait adopter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on note sur son agenda ces périodes de règles. On ne planifie pas de rendez-vous qui mobilisent beaucoup d'énergie physique, mentale ou émotionnelle pendant cette période-là. Il ne s'agit pas d'organiser au milieu, voilà, comme je vous le disais, par exemple, l'ascension, le démarrage d'une randonnée en montagne ce jour-là. Ça, c'était la chose qu'il eût fallu éviter. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais moi j'ai des choses que je ne peux pas éviter. Eh bien, en fait, vivez ces obligations de votre calendrier en sachant que vous avez une énergie moindre et peut-être en vous impliquant un petit peu moins émotionnellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du coup pendant ces règles? On sort sa bouillotte, ses huiles essentielles, ses tisanes, et vous allez voir qu'il y en a plein qui peuvent aider pendant les règles. Et ça, je vous invite, voilà, vous allez voir dans les formations, on a tout un tas de choses à appliquer. On éteint les écrans, parce que le surmenage vient aussi du fait qu'on ne repose jamais son cerveau, parce qu'on est tout le temps en train de scroller, de regarder des choses au travers de l'écran. Comment voulez-vous que votre cerveau se mette au repos si vous êtes tout le temps en train de regarder votre plein d'informations? Donc, s'il vous plaît, pendant vos règles, éteignez les écrans et passez le relais ou déléguez sur les tâches de la maison, du boulot, pourquoi pas. Apprendre à déléguer. Peut-être que ce ne sera pas fait comme vous voulez, mais au moins, ce sera fait voilà, sans que ça vous prenne trop d'énergie. Sur le repas, sur s'occuper des enfants, au travail, voilà, gérer une réunion ou je ne sais quoi. Et dites-vous bien aussi, ça c'est utile et il faut se le dire et se le répéter, que votre énergie sera meilleure le reste du cycle. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aux femmes et de s'en auto-convaincre aussi en tant que femme. Et parfois, mais j'ai entendu des femmes qui me disent oh, « je peux m'autoriser à me reposer ». Déjà, ça, c'est un premier pas. Et en fait, s'autoriser à se reposer, c'est être en meilleure forme le reste du temps et de pas arriver en crash down, en surmenage, en épuisement, voire en accident de la vie qui peuvent arriver quand il y a surmenage ou épuisement. OK ? Alors, il y a quelque chose qui peut être intéressant de faire aussi pendant ces règles, c'est une cure de sommeil. Ça veut dire que vous vous imposez
Si vraiment vous êtes arrivé à un état de fatigue, d'épuisement important, vous vous imposez pendant la semaine des règles, au moins les 2-3 premiers jours, quand le flux est important, de vous coucher à 21 heures. Oui, oui, j'insiste, 21 heures. Ça veut dire tisane relaxante, bouillotte, pilou-pilou, et à 21 heures au lit. Et ça, ces cures de sommeil, eh ben, ça peut vous faire vraiment du bien. Ça, apprenez à vos consultantes à les faire aussi quand elles se trouvent au bout du rouleau. Voilà, on ne va pas faire des sorties ce jour-là importantes. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, Béatrice dit, peut-on faire du sport pendant les règles? Alors, bah, ça va dépendre de quel sport, mais moi, c'est vrai que les 2-3 jours du flux important, je dis que c'est bien de mettre un peu de pédale douce sur le sport. Alors, par contre, il y a des, voilà, il y a des pratiques comme, qui peuvent faire du bien, comme les yogas pour détendre le bassin. Dans ce cas-là, faire une pratique de yoga plutôt cool. Certains exercices peuvent être utiles, marcher tranquillement aussi, mais par contre, surtout pas de sport intensif. D'ailleurs, à ce propos, il y a des clubs de sport qui maintenant intègrent dans l'entraînement des sportifs de haut niveau leur cycle. Je l'ai vu sur des clubs de foot, sur des clubs, enfin, ça, de plus en plus, ça se... Parce que bon, les sportives, hein, on le sait, quand elles forcent sur leur corps, elles peuvent même arriver à en aménorrhée, mais pour celles qui ont, voilà, encore leurs règles, en fait, maintenant, de plus en plus, les coachs sportifs incluent le cycle dans l'entraînement, en fait, dans le plan d'entraînement. Alors, et pour celle, Erika, qui me pose la question, et pour les ménopausées, du coup, on n'a pas de cycle, donc on n'a pas de temps d'arrêt, c'est quoi la solution? Merci Erika pour cette question. Alors, pour celles qui n'auraient pas de cycle parce que ménopausées, parce qu'ayant la pilule, je vous conseille du coup de vous caler sur l'énergie de la Lune. Alors, l'intérêt de l'énergie de la Lune, c'est qu'elle a à peu près le même temps qu'une énergie, enfin la même durée à peu près que le temps des règles. C'est peut-être pas par hasard, et du coup, se caler sur le moment de la nouvelle lune comme un temps de repos et d'intériorisation et voilà. Et pour considérer que pendant la pleine lune, on a plus d'activité. Ça peut être une solution. Aussi tenir compte des saisons, évidemment, en plein hiver, peut-être que ce temps de repos est plus important, plus conséquent, alors qu'en plein été, on peut peut-être avoir besoin de moins de temps de repos. Voilà, se caler aussi sur les saisons est aussi intéressant pour recaler son rythme. Voilà. Alors, on va passer au troisième point, l'équilibre hormonal pendant le cycle. Encore un grand sujet. Bon, voilà, ce que je vous ai dit, hein, les femmes, on a un cycle hormonal naturel qui parfois est interrompu par les traitements hormonaux, pilules, stériles aux hormones ou par une grossesse, sachant que quand on est sous pilule, en fait, on a des saignements, mais qui ne sont pas des saignements qui disent qu'il y a eu un vrai cycle, hein. C'est juste des saignements par arrêt des hormones. Donc, en fait, savoir que le corps de la femme, sur les régulations hormonales, met en œuvre vraiment des mécanismes très complexes de régulation, hein. C'est un domaine où on peut voilà, s'émerveiller du vivant qui a ses capacités. Et l'homéostasie hormonale, en fait, c'est un équilibre en perpétuel ajustement. Voilà. Notre vie aussi, hein, on est en perpétuel ajustement. Notre équilibre, il n'est pas stable, hein, on est OK. Et donc, voilà à quoi ressemble le cycle des femmes. Donc, je ne veux pas vous refaire tout un cours, ce serait important, pourtant on le verra, hein, dans les cours sur les femmes. Mais donc voilà, sur les hormones et sur les femmes. Donc voilà, vous avez en vert la courbe du taux d'œstrogène dans le sang au cours du cycle, hein, vous avez représenté un cycle. Donc le taux d'œstrogène, bon, vous avez l'échelle à droite, en picogrammes par millilitre. Voilà, au cours d'un cycle, on a une montée des œstrogènes juste avant l'ovulation, on a un pic, puis une baisse après l'ovulation, et enfin un petit ressaut en deuxième partie de cycle. Donc là, vous avez classiquement un cycle de 28 jours, même si les femmes peuvent avoir un cycle plus long, plus court, c'est OK. Et avec cette ovulation au milieu, en fait, parce qu'en fait, c'est pas tant un cycle menstruel qu'un cycle ovulatoire. Le but de la nature étant de préparer cette ovulation pour éventuellement enclencher une grossesse. Et là, vous avez la progestérone en violet, avec son échelle de graduation en nanogrammes par millilitre, dans le sang, hein, ce sont les taux calculés dans le sang,
avec un pic surtout en deuxième partie de cycle. Et donc ça, c'est notre climat hormonal. Moi, j'aime bien parler de climat, puisqu'en fait, puisque c'est ce qui est dans le sang, ça va imprégner toutes nos cellules. Voilà, on va être sous ce climat hormonal qui va fluctuer pendant le cycle. Donc, vous voyez que cet équilibre, sous l'impulsion, voilà, tout un mécanisme hormonal hein, que je ne vais pas détailler ici, mais comprenez bien que nous sommes sous une influence hormonale qui varie pendant le cycle avec ces œstrogènes et ces progestérones, les deux principales hormones produites au niveau des ovaires pendant le cycle, hein, et qui vont imprégner toutes les cellules, et notamment les cellules évidemment de l'utérus pour préparer une grossesse, ou quand il n'y a pas eu de grossesse, bah, vous avez cette chute d'hormones juste avant les règles, puisque les règles vont recommencer à chaque cycle. Voilà. Donc ce cycle, il peut y avoir des déséquilibres hormonaux au cours de ce cycle. Alors principalement, bon, je vous ai listé un truc un peu bateau, évidemment c'est un peu plus complexe que ça, en 1 heure on ne peut pas rentrer, mais sachez que c'est des choses qui vont affecter beaucoup de femmes, ces déséquilibres hormonaux. Et notamment, parce qu'il y a trop d'œstrogènes, parce qu'il y a des manques de progestérone, pour plein de raisons, en fait. Et là encore, en tant que naturopathe, on va enquêter pour aller chercher les causes. Mais beaucoup de femmes vont se retrouver en hyperœstrogénie. Ça, c'est ce terme que je vous demande de retenir sur ce slide. L'hyperœstrogénie nette ou relative. C'est-à-dire que dans notre petit schéma, pardon, je me remets en médaillon, il y aura trop d'œstrogènes à cet endroit-là, notamment, en période prémenstruelle, parce que soit il y a eu plus de production, soit il y a eu pas assez de progestérone. On va voir les deux cas. Ou alors parce que les cellules sont plus sensibles aux œstrogènes. Voilà, c'est une matière très complexe. Mais retenez l'hyperœstrogénie, qui est en fait celle qui va notamment nous donner des signes de syndrome prémenstruel. Ces fameux signes qu'on a juste avant nos règles, on les a toutes traversés, on les connaît bien. Ils sont différents chez certaines femmes. Ça peut être des seins qui font mal, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être de la migraine, ça peut être de l'irritabilité, de la déprime. Il y a beaucoup de femmes qui disent, voilà, la veille de mes règles, je me sens complètement nulle, j'ai l'impression que j'ai raté tous mes projets, j'ai juste envie, voilà. Et puis les règles arrivent, soulagement, tous ces symptômes disparaissent. Donc ce sont ces symptômes qu'on appelle les symptômes prémenstruels et qui viennent très fréquemment d'une hyperœstrogénie. Alors l'hyperœstrogénie, pourquoi? Et donc là, on va devenir des vrais enquêteurs quand on a une femme qui nous parle de ces syndromes et on va aller chercher la cause de cette hyperœstrogénie. Donc là, je vous ai mis les principaux facteurs de cause, hein. Je vais juste les citer parce que voilà, ce serait beaucoup de détails à vous donner dans ce cours de démonstration, mais ça peut être les perturbateurs endocriniens qui ressemblent souvent à de l'œstrogène et donc qui vont causer trop d'œstrogène chez les femmes. Des déséquilibres du système nerveux vont agir aussi, trop de stress. Des excès de sucre vont agir aussi sur cette hyperœstrogénie. Des carences nutritionnelles, notamment, là c'est là qu'on va retrouver le fer, qui va nous rendre dans un climat d'hyperœstrogénie. Une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un microbiote qui est déséquilibré, parce qu'il va avoir un rôle dans la régulation des œstrogènes. Une insuffisance de la détoxination, on va y revenir. L'âge, la préménopause, souvent aussi, sont des facteurs de risque. Et les facteurs génétiques ou épigénétiques, vous voyez que c'est très large. Donc, à nous d'enquêter quand on a une femme pour comprendre quelle est la cause de cette hyperœstrogénie. Et donc, moi, je vais vous en parler principalement d'une. Il a fallu aussi la faire un choix pour qu'on puisse aller dérouler un exemple jusqu'au bout, pour que vous voyez comment on vous présente les choses, et vous parler du rôle du foie, qui est central dans l'élimination des hormones, parce qu'une fois qu'elles sont produites, ou quand elles arrivent parce que c'est des hormones étrangères, comme la pilule ou d'autres perturbateurs endocriniens, eh bien, il faut les éliminer. Ça va être le rôle du foie. Il participe à la régulation du taux d'œstrogène dans le sang. Et donc, il faut un foie en bon état de marche. Et il faut un foie qui ait tous les micronutriments, qui soit une détoxination efficiente pour que le climat d'hyperœstrogénie soit régulé chez une femme.
Alors, vous voyez qu'en plus, l'hyperœstrogénie, ça va concerner aussi beaucoup de pathologies, hein. Ouais, moi, je suis spécialisée pour les femmes et souvent, j'ai des femmes qui ont de l'endométriose. On est sur un terrain d'hyperœstrogénie, hein, là. Il faut aussi que la fonction biliaire et le microbiote jouent leur rôle dans cette détox et je rappelle que certains micronutriments sont indispensables et que certaines plantes peuvent aider. Là aussi, donc vous allez étudier les plantes, c'est une grosse partie. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, travailler avec les plantes. Et donc, on en connaît des plantes hein, comme le romarin, l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, etc., qui vont aider le foie à détoxiner ses œstrogènes en trop. Donc, petit schéma. Alors là aussi, vous allez prendre vos lunettes ou une loupe quand vous aurez téléchargé ce diaporama, puisqu'en fait, je vous rappelle le support est téléchargeable, et vous allez regarder sur ce schéma, bon, c'est énorme, mais voilà, en physiologie, vous allez avoir des cours très sérieux, très poussés, hein, vous pouvez demander aux promotions qui sont déjà là, pour comprendre ces phases de détoxination dans le foie, qui sont en 2 étapes, hein, c'est pour ça que vous avez phase 1, phase 2. Et sur ce support, je vous ai mis en fait, donc voilà, les voies de détoxination, notamment des hormones, et tous les cofacteurs qui interviennent. Là, vous avez la liste qui ont été synthétisés hein, par ces chercheurs-là, la liste des vitamines et des minéraux nécessaires. Vous allez voir qu'elle est assez conséquente. Et des acides aminés aussi. Hein. On a la taurine, la glutamine, etc., etc. Donc tout ça est important d'avoir pour qu'une détoxination se passe bien. Il ne s'agit pas juste d'aller acheter quelques ampoules artichaut radis noir à la Biocoop, ou autre enseigne de boutique, mais il s'agit de comprendre vraiment dans la finesse quel est le besoin nutritionnel de la femme pour qu'elle fasse une bonne détox au quotidien, en cure, et quelle plante peut éventuellement aussi l'aider, bien sûr. Et donc, voilà le conseil numéro 3 pour avoir un équilibre hormonal. Alors, il y aurait plein d'autres aspects à voir aussi, hein, on est d'accord, c'est un exemple, mais faire une détoxination hormonale dès qu'on subit un SPM ou une pathologie en lien avec une hyperœstrogénie. Voilà, donc pour cela, il est important de prendre rendez-vous avec un naturopathe pour déterminer les mesures d'une cure détox. Ça ne se fait pas, comme je vous ai dit, juste en allant acheter une ampoule à la pharmacie ou à magasin bio ou à l'herboristerie du coin. Il faut vraiment déterminer. Une cure de naturopathie, c'est un ensemble. Ça se fait dans un contexte en fonction de la sociabilité de la personne, de son niveau de ressources, d'énergie, et on détermine les mesures à faire, qui sont d'un ordre d'allègement alimentaire, bien sûr d'arrêter l'alcool si on veut aider le foie pendant un temps donné, soutenir la micronutrition, comme je vous ai dit, évaluer chez la personne qu'est-ce qui pourrait manquer, lui donner des micronutriments pour être sûr que le foie fonctionne, activé par les plantes, certaines choisies en fonction là aussi de la personne, de son profil, de comment elle vit, et puis ouvrir les voies de nettoyage par des exercices physiques. Là aussi, hein, dans le cursus de naturopathe, vous avez des exercices physiques et déterminer le moment propice. Et ensuite, une fois qu'on a appris à faire cette cure avec son naturopathe, on peut éventuellement la renouveler au printemps, à l'automne, ce sont des périodes qui sont vraiment propices à ça. Et c'est une bonne habitude de vie à prendre pour les femmes que de faire régulièrement ces cures de détoxination à visée hormonale, notamment pour les femmes encore en cycle. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'ai Charlotte qui me demande quelles huiles essentielles utiliser en massage pendant les règles. Alors, tout va dépendre un peu ce que vous ressentez pendant vos règles, si vous avez des congestions, des crampes, des douleurs, ou si c'est plus émotionnel. Chaque huile essentielle va vraiment agir à un endroit. Ça dépend si ces douleurs sont très très importantes ou juste tranquilles. C'est difficile comme ça, sur un cas comme ça, voilà Charlotte, de vous donner une huile essentielle qui marcherait pour tout le monde. Moi, je préfère vraiment travailler, déjà, quand vous allez être naturopathe, si c'est ce qui vous intéresse, vous allez voilà, vraiment apprendre comment fonctionnent les huiles essentielles, les molécules chimiques qui sont derrière et justement quelles sont leurs actions. Donc, un couteau suisse, quand même, pour pas trop voilà, vous décevoir, s'il y a
un couteau suisse dans les huiles essentielles, c'est l'huile de lavande fine. Vous pouvez l'avoir et déjà vous faire un petit massage de ventre avec l'huile de lavande. C'est déjà, ça va agir. Déjà au point de vue nerveux, émotionnel et réconfort. Alors, Nathalie demande, du coup, il faut faire une détox du foie après chaque ovulation? Pas nécessairement. Quand le foie est en bon état de marche, normalement, il va faire tout ce travail tranquillement en régulation. Il va vous falloir vous soucier de la faire quand vous commencez à sentir des signes d'hyperœstrogénie. Là, ça veut dire que votre foie commence à patiner. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Et donc, je ne conseille pas de le faire à chaque cycle, mais par contre, comme je vous le disais, plutôt au changement de saison, qui sont des bonnes périodes pour faire des cures détox. Voilà, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, aussi il y a plein de questions, hein. Comment faire une cure de détoxination hormonale, demande Lucie. Ben justement, la première fois, faites-vous accompagner par un naturopathe. Ce sera une bonne expérience pour voir comment celui-ci travaille, si c'est un métier que vous voulez faire, ou alors, et sachez que voilà, nous les naturopathes, on a à cœur de vous éduquer, c'est-à-dire de vous apprendre des outils qu'ensuite vous pourrez utiliser en toute autonomie. Mais la première étape pour vous apprendre les outils, c'est de vous recevoir en consultation, de déterminer ce qui est bon pour vous, et ensuite de travailler avec vous sur les meilleurs outils. Est-ce que ce sera de commencer par une cure de détoxination ou d'abord une autre étape qui serait nécessaire avant? Il y a des fois d'autres étapes nécessaires, hein. Ok? Pour une femme ménopausée, est-il utile Béatrice me demande de consulter pour une cure de détoxination? Oui, quoi qu'il en soit, nous les naturopathes, on aime bien les cures de détox. Et évidemment, si vous avez le foie qui présente d'autres signes hein, en ménopause, ça peut toujours être intéressant de faire une cure de détoxination, mais là peut-être ciblée sur autre chose que l'hyperœstrogénie, puisqu'en général en ménopause, on est plutôt en hypoœstrogénie. Voilà, Chacha. Les œstrogènes agissent-ils aussi chez les hommes? Alors, les hommes ont aussi des œstrogènes. Les hommes, mais en beaucoup moindre mesure. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais en tout cas, les hommes auraient intéressé aussi à s'intéresser à leurs équilibres hormonaux et notamment à la testostérone plutôt, qui est l'équivalent chez les hommes des œstrogènes. Voilà, sachant qu'on a, nous aussi, les femmes, de la testostérone. Hein. Lucie, comment savoir si son foie est en bonne santé ou pas? Alors, il y a des analyses sanguines. Hein. On peut aussi avoir un certain nombre de marqueurs sanguins de la santé du foie. Mais après, on peut avoir aussi tout un tas de signes cliniques que connaissent bien les naturopathes. Ce sera l'objet, évidemment, de cours approfondis à l'école de santé naturelle, de comprendre le fonctionnement du foie et les signes cliniques de son dysfonctionnement. Solène, pourquoi favoriser les cours de détox durant les changements de saison? Il se trouve que traditionnellement, en fait, c'est des moments où ça vient plutôt de la tradition, ça, Solène. Mais cette question, du coup, est intéressante parce que c'est pour vous dire que, voilà, l'école de santé naturelle, voilà, se soucie d'intégrer les recherches scientifiques pointues, les données médicales, un dialogue avec le médecin possible, mais garde aussi certains éléments de la tradition naturopathique. Voilà. Et là, pour le coup, cette question de faire au changement de saison, ça vient de la tradition naturopathique et ça vient aussi peut-être d'habitudes de vie aussi plus ancestrales. C'est le moment où, par exemple au printemps, on va avoir dans la nature beaucoup d'herbes, des pissenlits qui vont pousser au printemps, qui vont naître, la roquette, etc. Des herbes qui ont une certaine amertume, qui vont venir aider à fonctionner le foie. Et on se rend compte du coup que ce cycle naturel de la nature va venir aider à faire ces cures de détoxination. C'est pareil, à l'automne, il va y avoir d'autres composantes qui font qu'il est bon de faire une cure de détox pour prévenir en fait être en bonne santé pour l'hiver, grosso modo. Voilà. C'est pour vous répondre. Mais voilà, on intègre en fait dans la naturopathie des savoirs ancestraux et des techniques et des recherches scientifiques beaucoup plus récentes. Mais j'avance parce que l'heure tourne et je suis déjà à plus d'1 heure. Alors l'équilibre émotionnel, vous allez voir, je vais aller beaucoup plus vite sur les 2 derniers équilibres.
Alors évidemment, lorsqu'une femme est surmenée, qu'elle a un déséquilibre hormonal, elle peut être hyper émotive, hein. La conséquence de ces déséquilibres hormonaux, souvent, c'est qu'on a les émotions qui vont être très fortes. On est plus dépressif, on est plus coléreux, notamment dans l'hyperœstrogénie. Et il est important de s'intéresser à ces causes d'hypersensibilité, notamment chez les femmes. Les femmes ne sont pas hypersensibles uniquement parce que c'est dans leur nature. Alors oui, il y a des facteurs des fois hormonaux déséquilibrés, mais il y a aussi ces émotions sont à écouter parce qu'elles indiquent qu'un changement est nécessaire. Voilà, c'est la façon dont notre psyché nous indique, nous envoie des signaux. Et en tant que naturopathe, elle nous enseigne aussi comment accompagner au mieux notre consultant. Voilà, on va chercher avec lui à l'aider à faire une meilleure régulation émotionnelle, mais pas seulement par des plantes ou des anxiolytiques, on est d'accord. Mais même si c'est des plantes anxiolytiques, ça reviendra un peu au même que de donner juste des anxiolytiques, mais en l'éduquant aussi à apprendre à comprendre ses émotions et à les écouter et à savoir les gérer. Donc là, vous aurez tout un tas de cours à l'école de santé naturelle avec deux superbes profs, Sarah et Félicie, qui vont vous enseigner tout ça. Là, c'est un très raccourci pour vous dire que voilà, chaque émotion, en fait, derrière, il y a un message et un besoin à écouter. Donc oui, l'émotion nous traverse, mais en fait, elle nous traverse très rapidement en général. Derrière, ce qui va se passer, c'est les sentiments qu'on va mettre qui vont parfois nous tirer vers le bas. Par exemple, quand une émotion de tristesse s'empare de nous, souvent on va commencer à avoir le mental qui se met en route pour dire « Oh là là, je suis pas bien dans ma vie, je suis pas... » On va se raconter plein d'histoires. Alors que c'est simplement, l'émotion va nous traverser pour nous indiquer qu'il y a un message, qu'il y a une séparation à faire, qu'il y a quelque chose à laisser passer. Un deuil de quelque chose dans notre vie. Et du coup, qu'il est temps de mettre en place une action significative pour se séparer de quelque chose. Alors, vous donner un exemple avec cette tristesse. J'ai décidé par exemple d'arrêter l'alcool pour ma cure détox ou parce que dans ma vie en ce moment, je sens que j'ai besoin de boire moins d'alcool. Et pourtant, j'aime tellement ce moment où je retrouve mes amis pour boire un verre avec eux. Et ben, je vais peut-être avoir, la première fois que ça va m'arriver, un sentiment de tristesse m'arriver parce que je vais pas revivre exactement les conditions sociales que j'avais avec cette habitude de boire de l'alcool. Donc, accompagner par exemple les changements alimentaires va probablement devoir s'accompagner ou d'habitude de vie par une traversée d'émotions. Et donc, je mets en place une action significative pour faire face à ce deuil, cette séparation, de dire je ne vis plus les choses comme ça. Et je décide d'apprendre des nouvelles recettes pour me faire plaisir autant qu'avant, sans alcool, avec mes amis à l'apéro. Voilà une petite touche un peu personnelle. Pour vous donner un exemple. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, le rituel, la bonne habitude à prendre vis-à-vis de ses émotions. Je ne détaille pas toutes les émotions, hein, mais je vous ai dit ce serait énorme. C'est vraiment, je vous invite à inviter les personnes à avoir un temps d'écoute et d'intégration des émotions. Intégration, ça veut dire je ne me laisse pas submerger. Bien sûr, je la vis, je la traverse, je l'écoute, cette émotion, qu'elle soit de la colère, de la tristesse, de la joie de vous donner secours, parce que je suis reconnaissante d'avoir cette capacité, la peur que ça ne passe pas, que mes messages ne passent pas, que vous ne compreniez pas. Je traverse cette émotion et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin quel est le besoin derrière? Quel est le message à entendre? Donc évidemment, si vous êtes naturopathe, si vous êtes ce type de thérapeute, il faut que vous ayez vous-même fait ce travail pour vous, pour que vous puissiez ensuite accompagner les personnes dans votre cabinet à gérer ça aussi. Et leur inviter à prendre cette petite habitude, ce rituel, que vous pouvez prendre pour vous aussi. Le soir, je fais un petit auto-bilan. Alors par exemple, en vous massant le ventre avec l'huile essentielle de lavande fine. Tiens, je la retrouve, ce petit couteau suisse des huiles essentielles. Et je regarde, comment j'ai géré mes émotions aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a traversé? Est-ce que j'ai écouté le besoin? Est-ce que j'ai mis en place une action derrière pour rectifier?
Si c'était voilà, une colère parce que systématiquement quelqu'un empiète sur mon territoire, ce que j'ai fait comprendre à la personne que c'était stop. Voilà, ce petit auto-bilan quotidien, ou alors pendant les règles, puisque c'est un temps où on va plus à rentrer à l'intérieur, pour faire un petit bilan si on n'a pas eu le temps de le faire le reste du cycle. Les moments des règles est aussi un bon temps d'écoute de soi. Je me fais accompagner si ça déborde régulièrement. J'identifie mes besoins non comblés, par exemple la reconnaissance, la créativité. J'apprends à exprimer ces besoins à mon entourage de façon non violente. Il y en a marre, tu pourrais t'occuper des autres, tu pourrais reconnaître que ceci. Non, c'est pas tu, c'est mon besoin à cet endroit-là et que tu respectes mon territoire, que tu arrêtes de mettre tes affaires sales sur ma partie voilà, mon armoire à linge, par exemple. Un exemple vraiment bateau, mais pour vous faire comprendre, voilà. Donc ça aussi, vous aurez des notions de communication non violente et à l'usage justement de vos consultantes. Et surtout, je me réalise dans ma créativité. Beaucoup de femmes oublient de nourrir leur créativité. S'intéressent beaucoup aux soins des autres, mais peu à leur propre créativité. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Et j'avance du coup. Alors dans la relation au corps. Coucou mon corps, mon ami, mon allié ce matin. Comment ça va? Alors j'aime bien cette humoriste, hein, Gomargu, où on la trouve facilement hein, sur tous les réseaux sociaux. Elle publie beaucoup de petits dessins humoristiques. Ah, la relation des femmes à leur corps. Vaste sujet. Alors vous imaginez bien qu'avec les 5 minutes que je me donne encore pour finir ce cours, je ne vais pas, puisqu'on a commencé quand même un petit peu en retard, donc on va rester dans l'heure, je ne vais pas vraiment traiter de tout ça. Vous voyez bien que c'est un sujet énorme. Et malheureusement, juste ce que je vais vous en dire, c'est que malheureusement, trop de femmes sont en désamour avec leur corps. Pense qu'il est pas comme les images, les injonctions de la société voudraient qu'il soit sur les images de magazines photoshopés, etc., etc. Ou alors justement qu'il a ses règles tous les mois, qui sont quelque chose de fatigant, ou ceci ou cela. Enfin, les sujets de désamour des femmes pour leur corps sont trop nombreux. Et pourtant, ce corps, vous voyez comme il est fantastique. Et du coup, j'aime bien ce petit dessin qui dit, tiens, si tous les matins on regardait son corps et on le prenait comme un ami, comme quelque chose qui nous appartient, un allié, voilà. Et si on se donnait des habitudes pour prendre soin de lui, et des habitudes en plus qui permettent la santé. Et je vous en ai donné une, mais il y en a aussi là beaucoup. Mais par exemple, ce brochage sec que je fais tous les matins va m'aider à détoxifier la peau, à réduire la cellulite, à améliorer la circulation sanguine, l'exfoliation, et va amener une certaine sensation de bien-être puisqu'il va stimuler toutes les terminaisons nerveuses et relâcher les tensions. Donc, je vous ai mis des petites images de brosses, ces fameuses brosses qu'on utilise à sec avant la douche, un petit massage sur tout le corps. En fait, c'est un petit geste qui est un peu comme celui de cette femme devant ce miroir, de reconnaissance de ce corps, de lui apporter du soin, du bien-être, et de prendre ce temps pour soi aussi. Les femmes ont trop comme éducation d'aller s'occuper des autres et pas d'elles avant. Et donc, inviter les femmes à se reposer, comme je vous ai dit, à prendre soin d'elles-mêmes, à prendre un petit temps pour elles. Enfin, moi, je sais, bon, mes enfants sont grands maintenant, mais quand mes enfants étaient petits, et que bon, il y avait tout ce temps familial, ce temps professionnel de ma carrière, etc. Plus, j'avais envie de sortir, de voir des expos, de faire du sport, etc., etc. Quand j'arrivais à ménager dans mon emploi du temps un petit temps pour m'occuper de mon corps, j'avais absolument à chaque fois l'impression que c'était un temps hyper précieux. Alors vous pouvez le faire après aussi de temps en temps entre copines, hein, rien n'empêche. Et voilà, donc ce dernier rituel dont je voulais parler, en bonne compagnie, voilà, une bonne habitude à adopter, un brossage à sec et un automassage quotidien. Je prends du temps pour moi, voilà ce qu'on peut noter, hein, ce que vous pouvez inviter une femme à noter. Je prends du temps pour moi, pour le soin de mon corps. Vous voyez, en fait, à chaque fois, ces conseils, je vous ai mis, hein, je pense que vous avez remarqué maintenant, je vous ai mis le terme que vous pouvez noter sur un conseiller, mais je vous ai mis après une façon un peu plus personnelle de le dire, où vous pouvez dire à la femme, bah voilà, comment vous pouvez le prendre pour vous le notez comme une habitude à prendre
et ce pense-bête que vous pouvez avoir. Je prends du temps pour moi, pour le soin de mon corps. J'applique le brossage à sec pour la circulation de la lymphe, entre autres. Je l'automasse avec douceur. J'aime mon corps. Je me réconcilie avec lui. J'ai confiance en ses capacités de retour à l'équilibre et je le lui dis. Voilà. Ça fait partie aussi des choses voilà, en psychologie, d'adopter de la pensée positive, mais qui n'est pas juste hors contexte, qui est là vraiment du contexte de son corps, quoi, qui a une réelle capacité. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Prendre du temps. Voilà, Judith qui dit prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Oui, merci Judith, tout à fait. Voilà, j'ai l'impression que les questions se sont un peu taries. Il y a Isabelle qui dit le brossage à sec, je ne m'en lasse plus. Je dis que je maîtrise, mais ça me fait un bien fou, et ça donne de l'énergie. Oui, oui, aussi. Si on le fait, il y a des jours où on aura envie de le faire plus doucement, et il y a des jours où on a envie de le faire plus énergétique. Et après, une bonne douche écossaise, une bonne douche froide, et là, je vous dis, l'énergie est top, top. Il n'y a même plus besoin d'aller chercher le café du matin. Enfin. Des questions. Alors, est-ce que j'ai une marque à conseiller de brossage à sec? Non. Moi, la dernière que je me suis achetée, c'était dans la boutique bio de mon quartier. Je trouve une brosse à sec très bien. Il faut que ce soit un poil vraiment spécifique du brossage à sec, hein, qui est un poil assez doux. Voilà. J'ai pas de marque particulière. Faites au plus simple. Béatrice, allez voir dans les boutiques près de chez vous ou alors regardez sur Internet une petite comparaison d'études de marché. Voilà. Pour les peaux très sensibles aussi, demande Romane, oui, vous y allez doucement, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de... Voilà, donc déjà, voyez, c'est 5. En 1 heure, on a fait le tour, un peu plus d'1 heure. On a fait le tour de 5 bonnes habitudes à prendre. Je vous les rappelle, augmenter l'apport d'aliments riches en fer et surveiller les carences, surtout pendant les règles, pour les femmes. Se reposer pendant ces règles. Faire une cure de détoxination hormonale, apprendre à la faire au moment où vous en sentez le besoin, vérifier, et puis ensuite la réitérer régulièrement, se ménager un temps d'écoute et d'intégration des émotions, et se faire un brossage à sec et un automassage quotidien. Vous voyez, 5 habitudes, celles qui ne sont pas, voilà, qui viennent juste par curiosité, qui ne sont pas intéressées pour faire le métier de naturopathe. Déjà, vous notez ça, c'est déjà énorme. Après, il y en aurait plein d'autres, hein, mais si vous faites ça, c'est déjà pas mal. En conclusion, en consultation, on aborde au fur et à mesure, on donne des conseils, on rectifie, on évalue ce qui est le plus important. Bien sûr, là, je vous ai donné une feuille de route pour un peu toutes, mais peut-être que sur une femme, je vais insister sur une chose, sur une autre, ça va être autre chose. Bien sûr, on évalue, on voit là où en est la personne, on apprend à ça, on a tous nos petits signaux, on est en alerte, on est en écoute, et puis petit à petit les choses s'orientent et on se fait confiance. Ce que va nous apporter la personne dans la consultation, en général, c'est ce qui est important de traiter dans cette consultation-là. On ne va pas aller chercher non plus midi à 14h. Mais bon voilà, à l'école de santé naturelle, vous apprenez à mener une consultation de naturopathie. Pour les graines germées qui sont là, j'en ai vu un certain nombre. Ça va venir. Vous allez aborder, hein, une fois que vous aurez vu toutes les techniques, la physiologie, comment mener une consultation avec toutes les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, les savoir-faire, les savoir-être. Voilà, voilà. Merci de votre attention. Se former à l'école de santé naturelle. Donc voilà, je vous ai montré un cours. C'était une démonstration de cours, vraiment comme on les mène. Évidemment en accéléré, en répétitif, mais ça ce format-là. Les inscriptions sont encore ouvertes pour 2022-2024, elles sont ouvertes. Même si la promo des Ginkgo biloba a déjà commencé à faire la remise à niveau, puisque ça commence par une remise à niveau pour avoir les bases scientifiques nécessaires. Mais vous pouvez rejoindre encore cette promotion. Sachez qu'il y a des promotions. Voilà, l'école de santé naturelle fait des périodes de promotion, soyez aux aguets, notamment en ce moment une jusqu'au 31 août. Il y a aussi la capacité de prendre en compte vos ressources financières s'il y a besoin. S'appelle l'école de la chance, allez voir sur le site internet. Et si vous avez des questions sur cette formation, surtout, il y a
des personnes qui sont là pour vous y répondre. Vous pouvez prendre un rendez-vous voilà, téléphonique gratuit pour poser toutes les questions qui vous passeraient, qui concernent plus particulièrement, voilà, ou qui concernent le cursus de l'école. Sachant que voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'étais ravie de vous transmettre tout ça, ravie de transmettre ça de femme à femme, de futur naturopathe à futur naturopathe, ou de naturopathe déjà aguerri. Merci. Dernière petite question, quel est le nom de l'illustratrice? C'est Go Margu. Voilà. Mais si vous téléchargez le diaporama, vous aurez aussi cette illustration. Vous pourrez revoir la signature. Voilà, voilà. Merci à toutes. Prenez bien soin de vous. Je vais vous laisser là. Il est 9h30. Merci de votre attention et à très bientôt donc pour les cours de l'école de santé naturelle. Hop, je cherche hop, carton de fin. Au revoir. Merci, hein, merci, merci. Je regarde vos merci, hein, en même temps que j'éteins les commentaires continuent à défiler. Merci à tous et merci à Sophie hein, pour la modération. Hop.